Alors, je vais vous présenter nos invités rapidement afin de rentrer de manière plus vive dans le débat. Alors tout d'abord, Vibeke Knoop Rachlin, que nous avons déjà entendu, et que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà, qui est la plus parisienne des Norvégiennes, qui est journaliste, qui travaille pour le Aftenposten, pour l'accent, et qui a publié plusieurs livres. Je signalerai simplement le dernier, sur les Norvégiens pacifistes, où du reste, elle évoque la figure de Bjørnson. À côté d'elle, donc Catherine Alm, norvégienne, qui arrive du cercle polaire, nous dit-on, et qui a l'immense avantage d'être historienne, enseignante, et qui a consacré son mémoire de fin d'études précisément à Bjørnson, et qui pourra donc nous éclairer sur cette figure, cette grande figure, non seulement de la littérature norvégienne, mais aussi de l'engagement. À côté de Catherine Alm, Philippe Auriol. Alors nous avons et Philippe Auriol et à ses côtés Vincent Duclerc, qui sont tous les deux, j'allais dire, les grands, ou en tout cas les très grands spécialistes de Dreyfus, de l'affaire Dreyfus. Philippe Auriol a tout d'abord enseigné à Paris 3 Sorbonne, et puis il s'est, j'allais dire, lancé dans la passion Dreyfus, en lui consacrant d'innombrables ouvrages. La porte d'entrée de son intérêt pour Dreyfus, peut-être me corrigera-t-il, mais je crois que c'est Bernard Lazare, auquel il a consacré de nombreux livres et dont il va publier prochainement l'intégralité de l'œuvre, en la notant, en la présentant. Et puis, pour mémoire, je voulais signaler son livre de référence, l'histoire de l'affaire Dreyfus, de 1894 à nos jours, paru aux Belles Lettres. Et du reste, encore un mot, puisqu'on faisait allusion tout à l'heure dans ce Vibeke Knoop nous montrait cette lettre de Bjørnson adressée à Alfred Dreyfus et à son épouse. Eh bien, dans les civilités, dans les mondanités dont on dira peut-être un mot tout à l'heure, Philippe Auriol a publié l'année dernière chez Grasset, je crois, la correspondance de la marquise Arconati Visconti, qui a été une grande amie et un grand soutien d'Alfred Dreyfus. Donc Vincent Duclerc, qui est une figure en France de la recherche, qui est toujours un petit peu, je crois que vous avez toujours un pied à l'école des hautes études des sciences sociales, vous y avez été plus qu'actif, vous avez été l'une des très grandes personnalités de l'EHESS. Vous avez marqué tout au long de vos recherches non seulement un intérêt à Dreyfus, mais aussi, il faut le signaler, à Jean Jaurès, auquel vous avez consacré un grand livre. Et concernant l'affaire Dreyfus, je passe un petit peu rapidement sur les albums, les biographies que vous lui avez consacrées, mais vous avez, chez Fayard, vous lui avez consacré un ouvrage immense de référence, Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote. Et puis, à mes côtés, Amin Malouf, qu'on ne présente pas, membre de l'Académie française, prix Goncourt, et qui, dans ses livres, qui s'intéresse non pas précisément à Dreyfus, il n'est pas là à ce titre, mais il est là à ce titre parce qu'en tant qu'écrivain franco-libanais, passionnément intéressé à la figure de l'étranger, il nous fera partager son regard sur l'affaire Dreyfus. Alors peut-être pour commencer, une question à Catherine Alm, qui nous fait l'honneur de venir. On a bien entendu les interventions de la Première ministre et de l'ambassadeur de Norvège en France, mais finalement Bjørnson, dont vous êtes la spécialiste, est-ce qu'il a fini par convaincre la Norvège et les Norvégiens de l'innocence d'Alfred Dreyfus ? Merci. Merci. Bjørnson était le premier Norvégien, on peut dire, à l'époque. Et bien sûr, quand il a publié des articles dans tous les journaux d'Europe,
France, en Norvège bien sûr, dans des autres pays scandinaves aussi. C'est certain qu'il a influencé l'opinion norvégienne. Et il a... Je peux continuer. Il a travaillé pour que l'affaire soit considérée comme une affaire internationale. Il a contacté la presse en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, pour que l'affaire soit considérée comme une affaire de toute l'humanité, pas seulement une affaire française. Alors, sur ce point, Catherine, est-ce qu'on peut dire que finalement la presse norvégienne est devenue dreyfusarde? Oui. Il y avait des journaux qui citaient un peu au début de l'affaire, mais après Rennes, toute la presse, à mon avis, est devenue dreyfusarde. Oui. Alors, je vais peut-être demander à Vincent Clair, justement, si cette affaire Dreyfus, à un moment, n'a pas eu pour originalité, il y en a beaucoup d'originalité dans l'affaire Dreyfus, mais est-ce que cette affaire n'est pas devenue justement un petit peu mondiale, un peu une première, dans la mesure où c'est un scandale d'État, tout à la fois un fait divers, une affaire judiciaire, qui tout à coup a enflammé, au-delà de la France, nombre de pays anglo-saxons, mais aussi les pays scandinaves et jusqu'à la Russie. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement il y a un aspect de mondialisation intéressant et important? Alors vous avez raison, c'est vrai que c'est une affaire mondiale, c'est une affaire au fond où les opinions publiques se mettent en œuvre. On peut parler d'une opinion publique internationale qui se sépare en fait finalement des choix des États. C'est vrai que certains États étaient assez contents aussi de voir la France un peu empêtrée dans une affaire très douteuse, parce que la France à cette époque s'imposait dans le monde, et que notamment dont les pays anglo-américains considéraient aussi, au fond, cette superbe comme relativement pénible en fait de ce point de vue-là. Mais revenons peut-être sur l'opinion publique internationale qui est extrêmement intéressante et qui va se saisir de l'affaire Dreyfus pour plusieurs raisons. Moi j'en vois deux. À l'image de Björkson, c'est vrai la dimension un peu romantique, Victor Hugo, Émile Zola, du combat contre l'injustice, du moins pour la justice. Ça rappelle un peu Lord Byron défendant les Grecs. Donc il y a une vision romantique, je veux dire, de ce combat en faveur de Dreyfus. Et c'est vrai qu'il faut souligner que Zola comme Björkson, à la fois s'engagent dans l'affaire Dreyfus, mais ensuite vont auprès de Dreyfus lui-même. Il n'y a pas de séparation. Clémenceau en a parlé. Clémenceau considérait que Dreyfus n'était pas important, que finalement ce qui était important c'est la cause, et que Dreyfus était même indigne de la cause du combat qui avait été mené pour lui. Je dirais que pour Björkson et pour Zola, et pour Jaurès aussi, finalement, le combat pour les idées, c'est aussi le combat pour un homme. Donc ça, c'est le versant, si vous voulez, romantique. Mais il y a un versant moderne, et je crois que c'est, à mon avis, des éléments très importants qu'il faut souligner et qui expliquent cette mondialisation. C'est la perception avec l'affaire Dreyfus de l'entrée dans un âge, je dirais, de la persécution totale. C'est-à-dire qu'à travers Dreyfus, c'est le droit donc accordé aux minorités de vivre, d'être reconnu, de participer à la vie démocratique. Et ça, je crois que c'est très important. Avec Dreyfus, on perçoit, au fond, ce qu'un État, et un État démocratique, peut faire à un homme, c'est-à-dire une conspiration d'État, le transférer, donc le déporter, c'est le terme existant, sur l'île du diable, tenter de le faire mourir. Donc un écrasement total, un mépris absolu des droits. Et en face de cela, effectivement, un homme qui se bat pour ses droits. Et je terminerai simplement en soulignant qu'il faut voir font ce qui se passe au même moment. Au même moment, il y a cet engagement européen pour défendre les minorités arméniennes dans l'Empire ottoman.
Et beaucoup des Dreyfusards qui défendent Dreyfus en 1897-98, juste auparavant, se sont mobilisés pour les Arméniens. D'une certaine manière, ils ont créé, au fond, à l'échelle mondiale, y compris européenne et américaine notamment, ils ont créé des manières de s'engager internationalement qui expliquent aussi la rapidité avec laquelle on va défendre un paria, on va défendre Dreyfus. Pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent Boucler, Philippe Auriol, est-ce qu'on peut, puisque vous avez étudié l'affaire Dreyfus et puis ses prolongements dans la société contemporaine, est-ce qu'il y a d'autres aspects à souligner, notamment est-ce que par exemple Vincent Boucler soulignait cette défense des minorités, également pointait un nouveau totalitarisme? Est-ce qu'il y a d'autres points forts saillants comme cela qu'on peut citer? Je ne sais pas s'il y a d'autres points forts qu'on peut citer, mais en tout cas, on peut aller plus loin déjà dans ceux-là qui sont intéressants. En disant un peu sur ce que disait Vincent, ça me donnera envie de dire deux choses. La première, c'est que on voit des gens comme Björnson, comme Grieg, comme Brandes au Danemark, etc., c'est-à-dire des intellectuels qui vont s'engager, certainement, mais on voit aussi, et grâce au fonds de la famille Dreyfus qui sont donnés au musée de Bretagne, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, on voit aussi toute cette affaire des inconnus et le nombre absolument incroyable de lettres, de cadeaux, de formulaires couverts de signatures qui ont été envoyés aussi bien à Zola qu'à Picard, qu'à Dreyfus, etc., etc. Et avec effectivement des gens qui vont s'engager parce que, alors pour des raisons qui sont parfois aussi qu'ils retrouvent en fait dans ce combat-là quelque chose qui a de l'écho par rapport à leur propre situation d'opprimés ou d'exploités, et des gens qui vont effectivement se reconnaître en Dreyfus. Et alors parfois des exemples tout à fait impressionnants, comme c'est les travaux d'un chercheur israélien qui ont révélé ça. Il y a aux États-Unis en fait un groupe d'intellectuels noirs américains qui publiait clandestinement un journal, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'apparaître, et en fait ce journal ne parle que de l'affaire Dreyfus. Parce que l'affaire Dreyfus, c'est le moyen pour eux aussi de trouver un écho à leur propre combat, d'essayer de le diffuser un peu plus largement et de montrer cet exemple. Voilà. Alors, et sinon, bien évidemment, l'affaire Dreyfus pose des problèmes qui vont bien au-delà de ça, et entre autres, des questions qui sont toujours très très vibrantes aujourd'hui et qui peuvent être celles, par exemple, tout simplement du respect de l'autre, de l'altérité, du combat contre l'antisémitisme, contre la xénophobie, etc. etc. Merci. Est-ce qu'une affaire Dreyfus était envisageable à l'époque en Norvège, ou est-ce que c'est le type d'affaire où l'État s'applique à briser un citoyen qui est tout à fait impossible dans la société norvégienne? A priori, je dirais que c'est impossible, mais nous avons un exemple beaucoup plus récent d'un homme qui est resté en prison, je ne sais plus combien d'années, 30, 40 ans, et qui a été finalement reconnu innocent. Et pour lui, là, il y avait une mobilisation très importante. Mais à l'époque de Dreyfus, je ne pense pas. En plus, il ne faut pas oublier que la Norvège était sous tutelle suédoise. Donc, ce n'était pas une justice indépendante. Et alors aujourd'hui, pour revenir une seconde sur la personnalité de Johnson, est-ce que sur le plan littéraire, est-ce que sur le plan de l'engagement politique de Johnson, parce qu'on a bien compris, pour ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup ce matin sur cette personnalité, sur cet écrivain, est-ce qu'il a des descendants intellectuels, spirituels? Oui, je pense que oui, mais déjà, est-ce que Frédéric Harry est encore là? Oui, parce que je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Venez, Frédéric. On n'est pas d'accord? Pas complètement, parce que je crois que, enfin moi, d'après ce que j'ai lu et entendu, Björnson est complètement out aujourd'hui. On ne parle plus de lui, on ne le lit plus, etc. Mais je crois que vous avez une autre opinion. C'est une bonne occasion pour le remettre à l'honneur. Alors, la jeunesse peut-être ne lit pas Björnson comme on lirait Harry Potter. Ceci dit, à titre personnel, je trouve que Björnson est très moderne. Son style est très moderne. Je sais par exemple qu'à la Sorbonne, c'est un auteur qu'on étudie, alors
pas forcément une œuvre complète, mais on va régulièrement étudier des extraits. Donc c'est un auteur qui se lit extrêmement facilement, et je pense notamment à des récits comme tous les contes paysans, Synnøve Solbakken, ce genre de choses, ça se lit comme si c'était écrit il y a peut-être 20 ou 30 ans. Et je trouve que c'est un des auteurs norvégiens qui aujourd'hui effectivement a une image peut-être un petit peu poussiéreuse, un petit peu ancienne, qui est assez injuste, je dirais. Voilà. Je vais répondre à ta question. Lequel tu vas ajouter un mot ou... Non, Alors, je vais demander peut-être à Vincent Duclerc et à Philippe Auriol s'ils peuvent nous expliquer, nous donner un éclairage sur l'importance de ces soutiens de grands écrivains, de grands intellectuels, y compris français, puisque d'une part le terme d'intellectuel commence à prendre sa vraie existence à cette époque, pendant la période Dreyfus, mais beaucoup d'intellectuels français finalement se sont mobilisés. Je pense à des intellectuels du Collège de France, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette émergence des intellectuels dans l'affaire Dreyfus elle-même? Alors, c'est vrai qu'effectivement, on sait que ce nom d'intellectuel émerge à ce moment-là. C'est le fait d'avoir une renommée spéciale, scientifique, littéraire, et de la mettre au service d'une cause publique, donc avec une prise de risque considérable. Il faut savoir que quand Zola s'engage, quand effectivement Émile Duclos, directeur de l'Institut Pasteur, par exemple, s'engage, ou Björnson s'engage, eh bien, il est clair que l'affaire Dreyfus n'existe pas, et que ceux qui vont s'engager pour défendre un traître, car c'est un traître et un juif, eh bien, ne peuvent qu'être perdants, ne peuvent qu'être broyés à leur tour par cette machine. Et Philippe Auriol travaille actuellement sur le colonel Picard, qui est l'un des défenseurs du capitaine Dreyfus. Lui-même, effectivement, est emprisonné et est traduit devant un conseil de guerre. Ça n'ira pas jusqu'au bout, mais donc il y a des risques très importants. Alors, ces risques, ils existent en France. Ils existent aussi en Allemagne, puisque, je veux dire, prendre parti pour Dreyfus en Allemagne, c'est très compliqué. C'est un juif dans un pays, dans un empire antisémite. Je pense que pour la Norvège, pour des pays attachés à l'esprit des lois, à une tradition juridique qui est plus forte qu'en France, eh bien, il y a eu moins de risques, globalement. Alors, pour finir, donc à propos de votre question, je dirais que ce qui a été très important dans l'affaire Dreyfus, c'est que finalement, ces savants, ces poètes, ces écrivains, mais on peut rappeler aussi les magistrats s'engagent très tôt, et donc prennent des risques aussi considérables pour leur carrière, installent une forme de souveraineté qui va finalement contrebalancer l'énorme poids de l'armée sur la vie politique et la vie publique. Et donc cette émergence d'une souveraineté des droits humains, elle va être très très claire au procès Zola, où effectivement vous aurez des face-à-face entre effectivement des professeurs du Collège de France et des officiers généraux. Et là, on voit comment se constitue une démocratie. Une démocratie, c'est pas seulement effectivement un régime parlementaire, des institutions, des États, mais c'est aussi, je veux dire, la force de ces élites. Et c'est certain que eh bien, les Dreyfusards, les intellectuels Dreyfusards qui combattent, d'avoir le soutien de ces grandes figures internationales, c'est essentiel parce qu'ils sont très seuls aussi. Alors, effectivement, les intellectuels émergent dans une société française d'à peu près 40 millions d'habitants, dans laquelle l'armée pèse un poids considérable. Cette armée qui opprime le capitaine Dreyfus, c'est une armée, je crois, qui est composée de 600 000 hommes à peu près. Donc on imagine le poids social, 600 000 personnes, militaires, plus leurs familles, ça représente un poids sociologique considérable. Philippe Auriol, vous vouliez ajouter sur ce point quelque chose sur cette émergence des intellectuels et sur qu'ils soient étrangers ou français? Non, pas grand-chose, si ce n'est que quand même, il y a quelque chose à signaler qui peut être intéressant pour nous, c'est que quelques Dreyfusards ont assez mal, et Zola par exemple à un moment vivait assez mal tous ces apports qui pouvaient venir de l'étranger. Parce que le problème, c'est que c'était aussi, considéré un certain nombre de Dreyfusards, quelque chose qui alimentait la machine anti-Dreyfusard dans la mesure où un témoignage ou un soutien qui venait de l'étranger, alors des pays scandinaves, ça allait mieux, quoique, parce qu'il y avait une mode en fait depuis Ibsen de la Scandinavie, et le théâtre d'origine scandinave était considéré en fait comme quelque chose de lié au mouvement symboliste et décadent, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne prenait pas tellement au sérieux.
Et il y a énormément de textes qui vont être publiés par les anti-dreyfusards contre ces soutiens où effectivement le dreyfusisme est norvégien, suédois, italien, suisse, etc., etc. Voilà, maintenant effectivement l'apport est important. Et ce qui est important aussi, c'est que, il faudra que je vous envoie ça parce que j'ai découvert un truc il n'y a pas longtemps qui va vous intéresser, c'est que Björnson en fait écrivait à tout le monde, c'est vraiment intéressant. Et là j'ai retrouvé des lettres de Björnson au général André, qui est celui qui va effectivement à partir de 1903 mettre en place l'enquête qui va aboutir à la réhabilitation de Dreyfus. Et on connaît l'histoire, comment dire, Dreyfus ne sera pas réellement rétabli dans ses droits lorsqu'il sera réhabilité, puisqu'en fait on va enlever du calcul les années de l'île du diable, ce qui fait qu'il n'a pas le grade qu'il aurait dû avoir, ce qui va l'obliger à sortir de l'armée. Et là, Björnson écrit très en colère pour en savoir un peu plus auprès du général André et à l'intention, alors je ne sais pas ce qu'il en est parce que j'ai trouvé ça il y a peu de temps, mais à l'intention de mettre, donc on est en 1906, 1907, 1908, de mettre quelque chose en branle pour pouvoir effectivement arriver à corriger cette situation. Donc on a aussi là des gens qui permettent aussi parfois, quand ce n'est pas fait en France, de pouvoir mettre l'éclairage sur un point qui est un point délicat, particulier. Merci. Amin Malouf, vous êtes resté silencieux jusqu'à présent. Vous me disiez avant cette table ronde que vous n'étiez pas un spécialiste de Dreyfus, mais on sait, vous êtes un grand écrivain. Vous avez publié de grands livres, et l'un des premiers, je crois que c'était Les Croisades vues par les Arabes. Mais plus prosaïquement, on a tendance à dire de vous que vous êtes un arabe en France et dans les pays arabes un chrétien, et que donc vous vivez vous-même au quotidien, vous avez en tout cas vécu cette difficulté, cette étrangeté, le statut d'un étranger où qu'il aille. Est-ce que ce que vous avez vécu, ce que vous vivez peut-être encore aujourd'hui, vous inspire un regard spécifique sur Dreyfus et sur ce qu'il a pu vivre? Non, honnêtement, personnellement, je n'ai pas beaucoup souffert. Donc, je ne voudrais pas m'immiscer dans la souffrance des autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Moi, j'ai eu un parcours où il n'y avait pas ce genre de traumatisme. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire, je pense que ça intéresse tous ceux qui aiment la littérature et qui s'intéressent aux écrivains, c'est qu'on prend toujours l'exemple du J'accuse de Zola comme l'exemple même de l'influence des écrivains sur le cours du monde. Et en réalité, c'est un cas exceptionnel. Je ne connais pas de cas avant le J'accuse de Zola d'une influence aussi grande d'un écrivain sur le cours des choses, et je n'en connais pas beaucoup après. C'est plutôt un cas unique. L'affaire Dreyfus est restée dans l'histoire un événement unique. Vous avez évoqué le fait qu'en France, on a commencé à parler d'intellectuels au moment de l'affaire Dreyfus. En plus, je pense que la notion d'intellectuel en France est devenue une idée précise, puisque intellectuel voulait dire en réalité de gauche. Et ça a duré pratiquement jusqu'aux années 1980. Donc ça a eu une influence très longue sur la vie intellectuelle en France et ailleurs. Il y a un autre aspect de l'affaire Dreyfus qui a joué un rôle majeur, c'est le fait que Theodor Herzl a assisté à la dégradation de Dreyfus dans la cour de l'école militaire en janvier 1995. Et c'était un événement majeur quand même dans l'histoire du monde juif, puisque le livre de Herzl a été écrit dans les mois qui ont suivi. Il a publié son livre tout à la fin de la même année, et on sait l'influence que ce livre a eu sur
le mouvement sioniste, sur la création de l'État d'Israël. Et donc, c'est quand même un événement majeur, qu'on soit favorable ou défavorable. C'est un événement majeur et pas seulement pour le monde juif. C'est un événement d'ampleur internationale. Et ça a véritablement retourné Herzl. Herzl n'était pas dans cet état d'esprit. Stefan Zweig, qu'il aimait beaucoup et dont il était un peu le parrain dans le monde journalistique, raconte ce qu'était Herzl avant l'affaire Dreyfus, et soudain, en quelques minutes, il a une sorte de rencontre comme celle de Saint Paul sur le chemin de Damas. Il est complètement bouleversé, transformé, et ça a des conséquences énormes. Et avant de sortir du monde juif, il y a un autre cas tout à fait différent, plus symbolique mais très significatif, c'est celui du père d'Emmanuel Levinas, qui assiste de loin à cet événement, qui lui a une autre réaction. Il dit, un pays où la moitié des gens sont prêts à prendre fait et cause pour un juif, j'y vais tout de suite. Et donc, il y a ces deux attitudes qui sont extrêmement significatives et qui sont liées à l'affaire Dreyfus. Merci beaucoup. Alors, dans l'affaire Dreyfus, elle éclate en 1894, et puis finalement, l'un des points conclusifs, ce sera la cassation en 1906, je crois. En fait, on s'aperçoit que durant des années, le capitaine Dreyfus et sa famille sont très très seuls. 94 bien sûr, 1895, 1896, 1897. Finalement, l'intervention majeure que vous évoquiez d'Émile Zola, elle intervient, voilà, je crois que c'est, je me retourne vers les historiens, c'est janvier peut-être 98. Oui. Il y a d'autres textes et d'autres interventions. Et je voulais, à partir de ce fait-là, je voulais savoir quand Johnson intervient pour la première fois, finalement, quand se produit la prise de conscience et l'engagement de ce grand Norvégien. C'est le J'accuse de Zola qui est déterminant. Je crois que c'est même 6 jours après, non, qu'il fait une réponse, il me semble. Donc c'est ça qui l'a complètement bouleversé. Et peut-être que c'est pas uniquement, bien sûr que c'est l'affaire Dreyfus qui l'a, mais je pense quand même que c'est la prise de position si violente de Zola qui l'a bouleversé presque autant que le cas Dreyfus, si vous comprenez ce que je veux dire. Et Catherine Alm, la première prise de position de Johnson a eu lieu sous quelle forme? C'est une lettre ouverte à Zola qui est publiée dans l'Aurore, on a déjà dit, non? Et ensuite publiée en Norvège et publiée aussi en Allemagne. Donc, ce qui montre bien l'influence et la notoriété de Johnson à cette époque, dont la tribune peut être publiée dans plusieurs quotidiens en Allemagne, en Norvège et en France à la fois. Je crois que l'ami Malou. Juste un mot à propos du poids des mots. Il semble, et là je parle sous le contrôle de ceux qui savent beaucoup mieux que moi, Zola pensait donner comme titre lettre au président de la République. Et je pense que ça n'aurait pas eu le même effet. Et puis, je ne sais pas si c'est lui ou Clémenceau qui décide d'appeler j'accuse. Et c'est ce mot qui a eu l'effet coup de poing que l'on connaît. Il y a eu quand même des éléments favorables à cette défense à travers d'abord la famille Capitaine Dreyfus, son frère, son épouse, et ça, de ce point de vue-là, il n'était pas seul, sa famille a fait de l'œuvre, sa famille avait de l'argent, pas énormément, mais sa famille a mis effectivement beaucoup d'argent pour cette défense, et puis il est autour de Dreyfus
des situations d'écrasement judiciaire de beaucoup effectivement de personnes ordinaires ne pouvaient pas effectivement là bénéficier d'une grande défense, mais l'affaire Dreyfus a permis, que après on s'intéresse justement à d'autres affaires visant notamment les ouvriers, visant des petites gens qui ne bénéficiaient pas effectivement d'une grande défense, et ça a été l'affaire Durand qui est appelée l'affaire Dreyfus ouvrière, et dans laquelle la Cour de cassation intervient aussi de manière très forte. Alors peut-être que Philippe Auriol, et puis je donnerai la parole à Vibeke Knoop après, Philippe Auriol, pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent Duclerc, vous pouvez peut-être nous dire un mot sur la grande opposition qui a lieu en France durant l'affaire Dreyfus entre les nationalistes et ce qu'on appelait le clan ou le mouvement de la vérité et de la justice. Il y a d'un côté peut-être la raison d'État et peut-être de l'autre côté la justice, et c'est un moment charnière dans la société française. Oui, c'est ça, et avec, on connaît tous le dessin de Carandache en 2 vignettes. La première vignette, ils sont à table, on n'en parlera pas. La deuxième vignette, ils en ont parlé, et tout le monde s'est étriqué, le chien a une fourchette plantée dans la cuisse, etc. Alors, elle est amusante, en fait, mais elle ne correspond pas réellement à la réalité de l'affaire Dreyfus, parce que l'affaire Dreyfus, c'est quand même une affaire qui est très parisienne. On en parle pas mal dans les grandes villes, mais énormément de gens ne s'y intéressent pas. Et alors après, donc on ne peut pas parler de deux France. Maintenant, il est clair qu'il y a deux camps. Mais en fait, il y a un peu plus que deux camps, parce que chaque camp est lui-même subdivisé. Et c'est vrai qu'on a une tendance aujourd'hui à voir les choses d'une manière un peu simple. C'est-à-dire que les anti-Dreyfusards ne sont pas tous des antisémites, et beaucoup d'ailleurs ne le sont pas. Ils défendent simplement la chose jugée, la raison d'État, etc., etc. On a ces antisémites qui sont là, braillards, et qui effectivement crient tellement fort qu'en fait, ils ont tendance à masquer tout ce qu'il y a derrière. On a des Dreyfusards qui sont Clémenceau, dont on parlait par exemple. Il faut attendre à peu près l'automne 1898 pour qu'il se mette à défendre Dreyfus comme innocent. Il refuse d'en parler avant. Mais à côté de ça, il est ce qu'on appelle à l'époque révisionniste. Le mot a malheureusement changé, c'est pour ça que moi je préfère parler de négationnisme, comme ça c'est plus clair. Il est révisionniste, c'est-à-dire qu'il sait que le droit a été foulé aux pieds et qu'à partir de ce moment-là, la révision du procès est nécessaire. Maintenant, la question de l'innocence ou de la culpabilité, voilà. Et on peut même voir, par exemple, un antisémite notoire, qui est un personnage assez fascinant, à vrai dire, bonapartiste, il y en avait, qui s'appelle Paul Granier de Cassagnac, qui est révisionniste, lui, parce que ce qu'il espère, il est persuadé effectivement que le droit a été bafoué, et il espère en fait un nouveau procès qui va permettre de condamner réellement Dreyfus. Mais tant qu'on a effectivement cette forme qui n'a pas été respectée, le doute peut... voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez subtil. Il est clair qu'on a d'un côté effectivement plutôt des gens qui ne sont pas nécessairement des nationalistes aussi, mais on va avoir le nationalisme politique se forme vraiment à ce moment-là. En 1898, après les élections générales, disait-on à l'époque législative aujourd'hui, on a un groupe parlementaire anti-juif, antisémite. C'est la dernière fois que c'est arrivé. On est voilà, et à côté de ça, on a effectivement des gens qui ne sont pas tous d'accord d'ailleurs, qui ne sont pas forcément de gauche d'ailleurs, on a de droite, c'est assez compliqué, et qui pensent qu'effectivement le respect du droit, le respect de la justice, le respect sont des choses qui méritent qu'on se fasse. Mais alors je crois précisément que ce sont au moins deux notions qui émergent à l'occasion de l'affaire Dreyfus. L'une que soulignait Vincent Duclerc, l'importance en tout cas du respect des minorités, et vous venez de souligner l'importance aussi du droit, de l'état de droit, de la justice par rapport à une raison d'État. On peut peut-être conclure cette table ronde, si vous le voulez bien, avec Vibeke Knoop, qui, je crois, voulait nous lire quelques mots de Björnson. Juste quelques lignes de la lettre de Zola, et ensuite, je crois que si peut-être quelqu'un a des questions dans la salle, avant d'aller manger, c'est possible. Mais juste d'abord, ces quelques lignes, parce qu'en fait, je m'aperçois que Björnson est avant tout jaloux. Il dit « Très honoré maître, combien je vous envie aujourd'hui, combien j'aurais voulu être à votre place, pouvoir rendre à la patrie et à l'humanité un service comme celui que vous venez de leur rendre. » Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Oui, bonjour, je suis Annie Cohen-Solal et je voulais vous féliciter pour cette très très belle table ronde. J'ai simplement une petite question sur ce clivage France-Norvège qui n'a pas été abordé et que je pense importante. On parle, il s'agit aussi autour de cette question de Björkström et de Dreyfus, de la représentation de l'autre avec un grand A dans les deux pays. Et je pense que le thème qui n'a pas été abordé, c'est le clivage religieux. Je pense qu'on n'a pas cité le fait que la France est un pays de tradition catholique. On a parlé de l'armée, mais on n'a pas parlé de l'Église. Même après l'affaire Dreyfus, il y a eu ce massacre des Italiens à Aigues-Mortes. Il y a la manière dont on regarde l'étranger en général, l'autre, l'étranger, le juif. Et je pense que la Norvège est un pays de tradition protestante, si je peux me permettre. Donc il se trouve que, il me semble que c'est un élément très important dans ce qui s'est passé en France au moment de l'affaire Dreyfus, et cette tendance lourde de la France, qui est portée par l'administration française, souvent par des gens qui ont un pouvoir discrétionnaire contre l'autre, et qui n'est pas complètement bon. Voilà, c'est ce qui est. Merci beaucoup. Sur ce point, Vincent Duclerc, vous voulez dire un mot Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Néanmoins, les églises elles-mêmes sont très divisées. Hein. Il y a un très bel article de Jean-Marie Mayer sur les catholiques Dreyfusards. Hein, c'est vrai que voilà, le protestant peut mener à la défense du droit de la justice, peut mener aussi effectivement à d'autres extrémités moins honorables. Donc, c'est vrai qu'au fond, moi je pense que les travaux récents ont tendance à envisager l'affaire Dreyfus davantage du point de vue des questions politiques, des questions de fonctionnement de l'État, mais bien évidemment, hein, l'aspect religieux est fort. Et c'est là où on peut apprécier aussi les évolutions. Hein. Et je crois que cette cérémonie le montre bien, la manière dont effectivement aujourd'hui, c'est quand même pour la fois Dreyfusard qui a gagné, alors même qu'on aurait pu tout à fait en douter, soit dans les années 30, avec l'éverlement du totalitarisme. C'est le fait que la Croix, par exemple, spécialisée, Joanne Lacroix, spécialisée dans la haine antisémite, la haine catholique antisémite, aujourd'hui est l'un des journaux les plus progressistes en France. Et je crois qu'il faut saluer, là, de ce point de vue-là, le travail des associations, la Ligue des droits de l'homme. Je crois aussi qu'il faut rappeler, puisque le président de la Fondation Berger est là, l'investissement de Pierre Berger pour à la fois développer le musée Zola, la maison Zola, pardon, mais aussi d'adjoindre à la maison Zola un musée de Dreyfus. Je crois que c'est tout à fait essentiel de souligner ce travail finalement de la culture, de la recherche pour faire exister l'affaire Dreyfus et pour aussi la questionner comme vous faites. Merci Vincent Duclerc. Y a-t-il une autre question? Je crois qu'on peut encore prendre une question si vous le souhaitez. Non. Écoutez, merci infiniment de votre attention et merci à tous les intervenants.